Je préfère certains voyous à certains présidents du Conseil constitutionnel. Et moi, je préfère certaines putes à certaines députées. Voilà. Donc, on est bien d'accord. J'ai considéré que les socialistes n'étaient plus socialistes, qu'ils étaient des racoleurs de banlieue, hein, bon, des agents du tintamarre. J'ai vu venir la France insoumise. Je l'ai vu venir, ça, moi. Je l'ai vu venir dans le racolage électoral, hein, je l'ai vu venir dans ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, la prostitution électorale. Mais j'y ai cru. J'y ai cru. Bien sûr, j'y ai cru. Cocu, cette géniale trouvaille technocratique, bureau technocratique qu'est l'Union européenne. Jamais, mais jamais Marx n'aurait pu imaginer que l'argent prendrait à ce point de pouvoir. Les banques dirigent tout. Vous êtes pour le Frexit, vous? Oui, absolument. Vous êtes pour le Frexit, absolument. Oui. C'est là où je donne raison à Philippot, vous voyez. Et où je trouve que son combat est courageux. Parce que il ne lâche pas, et il mène le combat, et c'est courageux. Comment vous voulez lutter contre la machine financière qui tient les télés, qui tient les journaux? C'est une question qui m'emmerde beaucoup. Oyez, oyez, toxinologue, toxilolâtre, toxinophile. Vous êtes là, évidemment, les rendez-vous du dimanche, très important. C'est non seulement le jour du Seigneur, mais le jour des entretiens de Berkoff, au moins aussi important que le sermon sur la montagne. Et aujourd'hui, j'avoue, j'en ai baveux, pas vous, mon amour. Au loin d'avoir eu vent de vous, mon amour, aujourd'hui, on va parler des avocats. Mais pas de n'importe quel avocat. Et ça va beaucoup plus loin que justement la justice et l'éloquence. Et je suis très heureux d'accueillir Gilbert Collard. Pourquoi suis-je heureux d'accueillir Gilbert Collard? Parce que Gilbert Collard, c'est un Paganini du violon d'Ingres. C'est un éclectique, mais en même temps avec une véritable colonne vertébrale. Et puis, il vient de Marseille, et pour moi, quelqu'un qui est né à Marseille ne peut pas être complètement mauvais. Deuxièmement, il est avocat, il a été homme politique, il a défendu toutes les causes, en tout cas beaucoup de causes passionnantes. Il a fait son plus récent livre sur les plaidoiries, les grandes plaidoiries, hein, les grandes affaires de sa carrière. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne décroche jamais. Il ne saura jamais ce que c'est que la retraite, parce qu'il a question à tout, et il a opinion à tout. Et c'est pour ça qu'on le voit toujours dans les fenestrons. Gilbert Collard, d'abord, Marseille. Moi, je voudrais qu'on parle de Marseille. Vous êtes né à Marseille le 3 février 48. Honnêtement, aujourd'hui, avec le recul, 48, ça va, vous avez eu le temps de regarder. Qu'est-ce que vous a apporté Marseille? Qu'est-ce qu'apporte Marseille? Alors, vous n'allez peut-être pas le croire, mais je suis né dans la clinique Bouchard, qui a pris feu le jour de ma naissance. Ah, carrément. C'est pas une blague, c'est vrai, c'est attesté. Allumer le feu. Alors j'y vois un signe alidéen. Alidéen. Oui, alidéen, c'est bien. Et pas alinéa. Oui. Voilà. Pourquoi que l'alinéa pour un avocat? Un avocat, oui, ça pourrait se comprendre. Mais le jour même, c'est-à-dire vous avez été obligé, votre mère, de quitter la clinique. Oui, d'accord. La clinique a pris feu, il y a les coupures de presse qui le racontent. Hein, ouais. Et j'y ai toujours vu un signe, moi. Alors, un signe de quoi? Un signe de feu. Un signe de feu. Un signe de feu, c'est-à-dire qu'il faut... il faut essayer dans la vie de prendre feu, d'allumer, quoi. Voilà. Je ne suis pas un allumeur, hein, mais ni de réverbère, ni d'autre chose. Hein, je ne sais pas. L'exercice du verbe, quand on le comprend au sens le plus cicéronien du terme, on se comprend, hein, c'est une manière quand même de lancer du feu. Alors c'est intéressant, vous savez que Jean Cocteau, à qui on demandait un jour, si votre maison flambe, quelle serait la première chose que vous emportez? Le feu. Il a bien raison. Voilà, donc c'est bien ça. Alors pour répondre à votre question, parce que Marseille. Je divague et non, mais c'est bien de divaguer. Je vais perdre le fil. Hein. Alors Marseille. Marseille, c'est une ville extraordinaire, vraiment. D'abord par son histoire, c'est l'une des plus vieille ville de France, sinon peut-être la plus vieille. Hein. Elle est aussi ancienne que Rome. C'est la ville qui a accueilli Lazare le ressuscité. C'est lui qui a
qui a apporté l'évangile à Marseille. Du reste, il y a son chef qui est dans la cathédrale. Hein. Bon, c'est donc une ville des catacombes. Hein. La rue Paradis. La rue Paradis, tient son nom du fait qu'il y avait là mais le est-ce qu'il y a un paradis. esprit à Marseille? Parce qu'il y a eu toute la légende, Ah c'est oui, la culture, etc. oui, Marseille, c'est d'abord et avant tout un port. Hein. C'est-à-dire, comme disait Albert Londres, la porte de l'Orient. Et il faut imaginer, bien évidemment, que d'Indochine, de Cochinchine, de Chine, de tous les 4 coins du monde, les plus féeriques, les plus éloignés, arrivaient et partaient toutes choses. Ce qui veut dire qu'à Marseille, il y avait le trafic de la drogue, de l'opium, des femmes. Hein, elles partaient de Marseille pour aller alimenter les bordels d'Indochine. Bon. Et cette espèce de va-et-vient sur les mers a installé à Marseille tout un monde interlope, légendaire, marginal, et ça a donné cet air scélérat dont parlait déjà la marquise de Sévigné. Elle parlait de l'air scélérat de Marseille. Elle disait, et Louis XIV, quand on lui a demandé où il fallait poser les canons, il a dit du côté de l'intérieur de la ville. Ah oui. Et Marseille avait, sur le fort Saint-Nicolas, les canons qui étaient tournés vers elle. Parce que c'est l'intérieur qui pouvait se rebeller. Qui préoccupait. Donc, alors, c'est le côté voyou, on peut dire, enfin voyou au sens c'est pas voyou, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une ville rebelle. Voilà, fondamentalement rebelle, parce que tournée vers la mer. C'est-à-dire que le grand large, ça fait des gens d'aventure. Hein, et puis ça fait des gens qui murmurent. Ça fait des gens qui se racontent des histoires, ça fait des gens qui font du commerce toujours un peu douteux. Plus ou moins dans la légalité. Bon. Vous savez comment est né le milieu à Marseille? Alors, comment est né le milieu à Marseille? Alors, il y avait les bourgeoises et les bourgeois marseillais au 18e ou 19e, je ne sais plus très bien, je crois que c'était au début du 19e ou du 18e, peu importe, étaient très dérangés par les prostituées. Celles qu'on appellera plus tard les horizontales. Et la bonne bourgeoisie est allée se plaindre au préfet Maupin, qui était le représentant de l'autorité. Et lui, il a décidé de cantonner les prostituées dans le quartier dit du Panier. Ah oui, le fameux quartier du Panier, oui, bien sûr. qu'Hitler fera détruire. Hitler le fera détruire parce qu'il considérait que c'était vraiment un lieu interlope. Hein, de perdition. Moi, je dirais, donc les prostituées étaient cantonnées dans le quartier du Panier. Alors, comme elles étaient cantonnées là, c'est devenu un quartier un peu maudit, un peu. En même temps, tous les bourges y allaient, hein, évidemment. Oui, et ça a donné naissance à une catégorie de gens qui vivaient dans le quartier du Panier. Et le milieu, il est sorti du quartier du Panier. Carbone, Spirito sont des hommes qui viennent de là, qui viennent du Panier. Mais c'était des proxénètes, ils ont commencé par le proxénétisme, etc. Ils ont commencé par le proxénétisme, et puis après, ils sont allés tout à fait naturellement à la politique. Oui, ce qui me paraît d'une logique... Tout à fait naturellement. Alors, ils ont opté pour la collaboration. Ah oui, Carbone et Spirito. Tandis que les Guérini, eux, ont opté pour la résistance. Mais comment ça se choisissait? C'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que l'un choisissait la collaboration et l'autre la résistance? Alors, j'ai été l'avocat de Guérini. D'accord. De Mémé Guérini. Quand il est sorti de prison, donc il me la raconte. Tu sais que je suis un écouteur, moi. On a l'impression comme ça que je parle beaucoup, mais j'écoute beaucoup. Et Mémé m'a raconté lui, il se présentait comme un vrai résistant. Il l'était, du reste. Hein. Il a été décoré de la Croix de guerre. Hein. C'était un vrai combattant. Hein. C'était des choix très, très tactiques. Oui. En fonction en fonction de... toi, tu prends la collaboration, moi, je prends la résistance, et puis celui qui gagne s'arrangera. Voilà, et on se partage le travail. Mais alors, au-delà de ça, justement, Gilbert Collard, vous, qu'est-ce qui fait, parce qu'on va, on va non pas avancer, mais voir, donc vous grandissez à Marseille, vous faites vos études à Marseille. Ah non, j'ai été transporté par mes parents dans un pensionnat Bagne, à la Seine-sur-Mer, à la chez les Seine-sur-Mer. pères maristes, collège qui préparait à l'école navale.
Donc je me suis retrouvé à 8 ans sous l'uniforme des officiers de marine. Interne là-bas. Oui. Ah ouais. Interne là-bas, oui, avec la discipline. Mais comment vous avez pris la discipline? Vous Très ne mal. paraissez pas un être Très spécialement mal. discipliné. J'ai battu le record de cachot. J'ai Ouais. fait 1 mois de cachot, ce qui est un record pour l'école. Hein. Là, j'ai eu le président de l'association des anciens élèves récemment qui m'a dit, mais vous avez battu le record, hein, parce qu'1 mois de cachot, c'est vous qui avez battu le record. Bon. Alors je suis entré à 8 ans chez les pères maristes. J'ai porté l'uniforme des officiers de marine de 8 ans à 16 ans. Je me rappelle la première fois que je suis arrivé dans le pensionnat, le père supérieur, le père de Centenac, m'a pris et m'a dit 429, parce qu'on portait des numéros. Ah, d'accord. On était des numéros. 429, suivez-moi. Je l'ai suivi comme tous les arrivants devaient le suivre. Hein. Bien sûr. Et il m'a amené devant un grand panneau, gigantesque panneau, et il m'a dit, voyez 429, là il y a les noms de tous les amiraux de France. Vous êtes ici pour que votre nom soit là. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'avoir le mal de mer. Tout de suite. Tout de suite. Donc je n'ai pas été amiral. Ah, vous n'avez pas eu cette ambition Non. de devenir amiral? Non, non, absolument pas. Ah, ça a été donc 8 ans là-bas, quand même. Dur. Enfin, vous avez gardé quel Très souvenir? dur, mais vous n'imaginez pas la discipline qu'il y avait à l'époque. Les seuls moments merveilleux, ça a été quand j'ai rencontré Éric Chardin. Ah, Éric Chardin, bon, je ne sais pas si on s'en souvient encore aujourd'hui. oui, oui. Il Stoll et s'appelait- Chardin, il quand même, en s'appelait, tout voilà, cas pour beaucoup de Il gens. s'appelait Jacques Puissant, de son vrai nom, Ouais. et c'était un copain de mon frère aîné, et il avait besoin absolument d'une permission. Et il m'avait demandé de le prendre comme parrain de confirmation, parce que ça lui donnait une permission. Et je lui avais dit, d'accord, mais alors quand on prendra le train, parce que tous les dimanches soirs, quand on avait une permission, on rentrait par le train. Chez les parents. On partait de chez les parents à Marseille, C'est ça, et oui. on allait à Toulon par le train. Bon. Et il y avait un car qui nous amenait jusqu'à la Seine-sur-Mer, et à condition que tu chantes. Et alors il avait sa guitare, et tous les dimanches soirs, quand on avait une permission, parce qu'attention, pour avoir la permission, il fallait avoir 180 points. Et le fait de parler dans les rangs, ça faisait perdre 20 points. Pas mal, oui. Et vous avez tenu, en tout cas. Alors après, continuons. Vous faites votre bac, Les études de droit. Hein. toujours, voilà, études. Alors, le droit, c'est venu comment? C'est vous qui avez choisi? Moi c'est-à-dire que moi, j'aurais aimé... je suis une famille de juristes. Hein. D'accord. Dans la famille, on est ou militaire ou juriste depuis le XVIIe siècle. On n'a pas trop le choix. 17e, d'accord. C'est une tradition vraiment permanente. Quoi. On est, Ah oui. on est ou militaire, Ah oui, quand même, oui. ou militaire ou juriste. Voilà. Vous avez Mon grandi là-dedans. grand-père était militaire, mon père était juriste. Voilà, donc ça. Donc, études de droit. Études de droit. Et puis je dis à mes parents, une fois que j'ai eu ma licence, je leur dis voilà, maintenant, je voudrais aller faire du théâtre. Parce que j'avais fait la connaissance à Marseille de Patrice Laffont. Oui. Le fils de l'éditeur Robert Laffont. Voilà, De Patrice Laffont, qui m'avait dit si tu veux faire du théâtre, Gilbert, viens à Paris, je pourrais t'aider, etc. Bon. Et mon père m'a dit non, mais tu rigoles, non? Mais tu plaisantes. Tu plaisantes. Tu vas te faire. Tu vas devenir saltimbanque. Non, il m'a dit il va t'emmerder pour avoir un public, alors qu'en étant avocat, ton public, il est obligé de venir. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas absolument. faux. Alors, et puis, bon, j'ai cédé à la facilité. Et puis, à dire vrai, le hasard a fait que, pendant que je discutais de ceci et de cela, j'ai eu un coup de peau monumental. J'ai rencontré le grand avocat de l'époque, qui avait un remerciement posthume à l'égard du grand-père de ma femme d'alors, et qui, pour me remercier, m'a donné une affaire en cour d'assises. D'accord. Et j'ai Tout de plaidé suite, très vite. oui, j'ai plaidé Qui en cour était d'assises. ce grand avocat? Avocat, Émile Pollack. Émile Pollack, avocat de l'affaire Dominici. Et j'ai prononcé ma première plaidoirie en cour d'assises. Il faut dire que pour trouver théâtre plus spectaculaire, plus émouvant que la cour d'assises, il n'y a pas. Hein, Alors, vous avez été tout de suite avocat pénaliste, donc avocat d'assises. Voilà. Alors, on ne fait pas une chronologie, mais ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'elle donne? Parce que c'est vrai que beaucoup d'avocats en ont parlé aussi. Qu'est-ce que ça donne, la cour d'assises? Parce que vous parlez du théâtre, c'est vrai que c'est un théâtre, quelque part. La cour d'assises, où il faut convaincre les jurés, puisqu'il y a un jury, il faut le rappeler, et puis il y a les présidents, les procureurs, le président de la cour d'assises, etc.
Donc, est-ce que c'est quelque part un métier de séduction, un métier d'éloquence, un métier de convaincre, mais qui est le plus important? Quand justement vous avez commencé à prendre des affaires, c'est quoi? Il faut séduire qui d'abord? Il faut convaincre qui d'abord? Comment ça se passe? Comment vous l'avez senti? Bah, il faut convaincre 12 personnes, enfin, au moins 8, hein, à l'époque. Alors, c'est à chacun sa réponse, hein, parce que là, Non, vraiment, bien sûr, mais c'est la vôtre qui vraiment, nous intéresse. c'est aussi l'affaire de moi, je fonctionnais complètement au chamanisme, à l'intuition. C'est-à-dire, vous regardiez qui quand vous avez l'affaire? Je regardais tous les jurés. Tous les jurés, oui. Je regardais tous les jurés et j'essayais les uns après les autres de les percevoir, de les comprendre, de les deviner. Et le ciel m'a doté de cette modeste qualité. J'ai une certaine intuition. Hein. J'arrive à... Ouais. J'arrive à voir sentir, c'est les visages, c'est la physionomie, le regard. Merci, merci mon Dieu, c'est un don. C'est un don, bien sûr. Et j'arrivais très vite à voir. C'est comme quand un témoin venait déposer, quoi. À l'intonation de sa voix, je savais à quel moment il était fragile. Voilà, bon. Et ça, c'est vraiment de l'ordre de l'intuition. Oui, aussi bien les témoins qui venaient que vous interrogiez ou contre-interrogiez, etc. Je savais qu'il mentait, quoi. Je le sentais au ton de sa voix, je le sentais au comportement, quoi. C'est de l'ordre de l'intuition. Et quand je sentais ça, je ne le lâchais plus. Je ne le lâchais plus. Mais c'est pour moi, j'ai toute ma vie fonctionné avec une immense confiance dans mon intuition parce qu'elle ne m'a pas trompé. Elle ne m'a jamais trompé. Mais alors justement, est-ce que par exemple pour les jurés, vous vous attachiez à un juré ou à tous? Vous disiez tiens, c'est celle-là ou celui-là que je veux convaincre. Alors quand j'avais le coup de peau hein, de sentir que j'avais un juré dans la poche, et ça se voit. Mais c'est évanescent, c'est furtif. Hein. Non, mais c'est intéressant. Tu sais, ça peut être quand on prononce un mot, une phrase. Vous voyez un sourire, un clignement d'yeux, ou alors un ensoleillement du visage, tu vois, des milliers et des milliers de gestes qui sont autant de signes de communication imperceptibles à l'œil nu, mais pas à l'âme visuelle. Hein, si j'arrive à me faire comprendre, bon. Et là, hop, je me disais, j'en ai un, j'en ai une, c'est bon, je lâche plus, quoi. Je lâche plus. De même que lorsque je sentais l'hostilité. Ah oui. Pareil. Le visage fermé ou quelque chose. Le mur, les mots. Là, je sentais que les mots tapaient contre le mur et me revenaient dans la gueule. Hein. C'est la phrase du Christ, hein, envoyez-leur votre bénédiction, et s'ils ne la méritent pas, elle reviendra vers vous. Phrase magique, hein, sur laquelle j'arrête pas de m'interroger. Elle reviendra vers vous. Bon. Eh bien, il est bon que Gilbert Collard se compare au Christ. Ça fait montre d'une modestie quand même qui vous honore. C'est pour ça que je suis contre la peine de mort. Non, je ne me compare pas au Christ. Je réfléchis sur l'intelligence d'une pensée, quoi. Voilà. C'est vrai. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est basé, c'est un dialogue muet, puisque il parle pas, lui. Vous parlez, mais le juré, il dit rien. Et alors, on sent vraiment. On va dire par exemple que l'accusé, c'est un pauvre type, quoi. Bon, c'est un malheureux. Le mot malheureux, il va partir, il va arriver sur quelqu'un, on va sentir qu'il va entrer dans la personne. Ah oui. Qu'il le prend pour ça, qu'il le convainc. Voilà. Et chez un autre, le mot va repartir. Et on va le prendre comme une gifle. Bon, ça, c'est quelque chose d'assez... Dans mon livre, du reste, que je me permets de citer, hein, mais bien sûr, au contraire. Indéfendable mémoire, je raconte ça très longuement, parce que c'est un phénomène magnétique, quoi. Hein. Et alors, Gilbert Collard, ça a tout de suite fonctionné. Vous avez dit, vous avez tout de suite eu des affaires, notamment au début grâce à Pollack, et ensuite vous avez été tout de suite, très vite reconnu. J'ai eu le coup de peau d'avoir l'affaire Ranucci dans les quelques mois. Hein. Ça s'est passé, c'était le tout début. Ah oui, mais j'avais l'affaire Ranucci, je devais avoir 23, 24 ans. Hein. Je débutais, quoi. J'étais un avocat débutant. Hein.
je me suis retrouvé dans cette grandiose affaire alors que je débutais vraiment. Oui, c'est très... Rappelez peut-être, c'est important... L'affaire Ranucci, pour ceux qui l'ont oublié, c'est l'affaire dite du pull au vert rouge, l'assassinat de la petite... Dont Gilles Perrault a fait un livre. Magnifique livre. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé Gilles Perrault. Hein. Non, on n'était pas d'accord, mais j'ai beaucoup aimé beaucoup de monde avec lesquels j'étais pas d'accord. Hein. Et c'est l'histoire de la petite Maria Dolores Rambla qui a été assassinée par Christian Ranucci, lequel a été condamné à mort et décapité. Et Gilles Perrault a écrit un livre, Le pull au vert rouge, dans lequel il raconte l'histoire de Ranucci pour démontrer ce à quoi il se trompe, l'innocence. Et vous, vous plaidiez pour qui, là? Moi, j'étais pour les victimes. J'étais pour la famille de Maria Dolores. D'accord. Et c'était donc... Et alors, justement, ça m'intéresse. Votre sentiment, on passe non pas du coq à l'âne, pas du tout, mais d'un enjeu très important, d'un autre enjeu, mais c'est pas mal aussi de passer comme ça, parce que beaucoup de gens se posent la question aujourd'hui. Votre sentiment à l'époque ou maintenant sur la peine de mort? Moi, j'ai toujours été... Bon. Non, mais c'est important. J'ai toujours été contre la peine de mort, d'abord pour une raison qui a fait que j'ai été de gauche au début, mais pas cette gauche à la con d'aujourd'hui, pas cette gauche musicale, hein, la gauche la vraie. De Jaurès, la vraie, quoi. Hein, bon. Pour des raisons littéraires. Probablement, si je n'avais pas lu Victor Hugo, j'aurais pas été à 15 ans, 16 ans, un adversaire farouche de la peine de mort. Mais j'avais lu tous les écrits de Victor Hugo contre la peine de mort. Donc, mais beaucoup de mes positions dans ma vie ont été littéraires. Ouais. D'abord et avant tout. Vous dire sous l'influence de tel ou tel auteur, ou de tel livre, etc. Voilà. Et après, quand j'ai vu la réalité de la peine de mort, toute cette conviction littéraire, humaniste, a été complètement confortée par l'horreur. Moi, j'ai entendu prononcer une peine de mort. C'est-à-dire que j'ai vu un homme entrer vivant dans le prétoire, écouter un magistrat lui dire « Monsieur accusé, vous êtes condamné à mort. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. » Vous l'avez vu, ça? Enfin, vous l'avez... Je l'ai vu, non, je l'ai vu. Je l'ai vu, bon. Et j'ai vu ce que c'est que de voir un homme entrer vivant et repartir administrativement mort. Légalement mort. Là, je dois dire que... Et ça vous a vraiment, je ne dirais pas transformé, frappé, ça vous a... Oui, parce que, bon, j'ai peu d'espoir dans la rédemption. Hein. Vous savez, comme je le disais ce matin, j'ai vu peu de criminels regretter leurs crimes. Franchement, je n'en ai vu, au bout d'une carrière de 40 ans, aucun. Pour être très franc. Alors, je soumets à votre réflexion, Gilbert Collard, et que pensez-vous de la phrase de l'humoriste Alphonse Karr que messieurs les assassins commencent. Voilà, je suis contre la peine de mort à une condition, que messieurs les assassins commencent. Oui. Vous en pensez quoi aujourd'hui? Moi, je reste contre la peine de mort, alors que j'accorde le droit aux victimes d'être pour la peine de mort. Elles ont le droit. Et j'admire ceux qui disent « vous aurez droit à ma haine ». Alors que je ne comprends pas ceux qui disent « vous n'aurez pas droit à ma haine ». Et je dois vous confesser que de toutes les victimes que j'ai vues, je n'en ai vu aucune qui profondément pouvait dire « je n'aurai pas de haine ». Voilà. Je n'en ai vu aucune. Donc... on peut comprendre aussi. Et on peut comprendre. Hein. Mais moi, ce qui fait que je suis contre la peine de mort, pour faire court, c'est que j'ai pas confiance dans la justice, quoi. Alors justement, voilà, c'est tout. Hein, justement, non mais vous venez de donner un pouvoir absolu à des hommes relatifs. Non. Alors justement, parlons de la justice. Donc vous avez, en fait, ça fait combien d'années? Ça fait, attendez, vous avez commencé en 71, donc 54 ans. 54 ans, et que vous... Et justement, alors, au bout de 54 ans, avez-vous toujours confiance dans la justice de votre pays? Mais je n'ai jamais eu confiance dans la justice de mon pays. Jamais? Jamais. Mais non, parce que
pas plus que je n'ai confiance dans la médecine de mon pays, pas plus que je n'ai confiance dans le monde des pilotes d'avions de mon pays. Vous prenez l'avion, j'ai peur, j'ai très peur. Vous vous êtes fait vacciner. Vous êtes fait vacciner. Non, jamais. Non, mais ah, si, pas oui, récemment, oui. Oui. Mais pas pour l'affaire qui nous occupe, Covid et compagnie. Non. Mais quand vous dites, mais revenons à la justice, c'est intéressant. Quand vous dites, je n'ai pas confiance, et pourtant, vous avez bataillé, vous avez ferraillé à plus de 50 ans au barreau. Si vous n'avez pas confiance, vous auriez pu avant dire oui, mais enfin, je fais ce métier, bon, ça va, ok, ça marche, c'est très bien. Mais vous auriez pu dire auprès de tout, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que ça vaut la peine, etc. Ben oui, parce que chaque fois. C'est un métier, ou c'est quoi? Non, mais chaque fois, j'ai essayé de faire en sorte que la justice ne se trompe pas. J'ai quand même essuyé 4 demandes de peine de mort dans ma carrière. Au moment où la peine de mort existait. Au moment où la peine de mort existait, bon. Et j'ai évité 4 fois que la peine de mort fut prononcée. Bon. Mais quand je dis que je n'ai pas confiance dans la justice de mon pays, ça ne veut pas dire que je n'ai pas confiance dans les juges. Ça veut dire que je n'ai pas confiance dans la nature humaine. D'accord. Parce qu'elle est faiblesse. Elle est imparfaite, c'est le moins qu'on Elle est puisse imparfaite. dire, oui. Alors, c'est le mot de Victor Hugo qui est grandiose. Hein. Il y a 3 choses qui appartiennent à l'homme et qui n'appartiennent... Il y a 3 choses, pardon, qui appartiennent à Dieu et qui n'appartiennent pas à l'homme: l'irrémédiable, l'irrévocable, l'irréparable. Donc oui, c'est-à-dire c'est la limite de la nature humaine et de ce qu'elle représente. Et au fond, pour rester un peu sur la justice et justement l'avocature, est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a une bataille quand un procès commence, quel qu'il soit? Vous avez vu les parties, les dossiers, etc., etc. On voit pas la cuisine, vous la connaissez mieux que personne. Mais après, est-ce que c'est une bataille? Est-ce qu'on se prépare comme un ring, comme un match, enfin plus qu'un match, comme une espèce de traversée, comme une guerre? C'est quoi? Comment on se prépare? Alors, mentalement, c'est terrible. Il faut gagner. Il faut gagner. Il y a un chroniqueur judiciaire, Denis Trocero, qui a écrit un livre, du reste, qui raconte, je l'ai lu, je l'avais complètement oublié, un coup, dit-il, que j'ai fait. Et il dit que Collard était impitoyable, imprévisible, dangereux. Et il raconte qu'un jour, il y a un témoin qui vient déposer, et on s'attendait tous à ce témoignage qui allait être redoutable pour mon client. C'est-à-dire qu'il allait démolir pratiquement votre client. Voilà. Et à l'époque, je m'étais cassé la jambe et j'avais des béquilles. Et le chroniqueur judiciaire raconte, ce qui est vrai, que je me suis débrouillé de faire semblant de trébucher sur mes béquilles pour tomber devant l'avocat. D'accord. Et vous êtes tombé devant l'avocat. Oui, qui, étant obligé de me relever et compagnie, n'a pas posé sa question. D'accord. Je l'avais oublié, cela. Mais le journaliste a raconté. Alors, je ne le raconte pas, je rapporte ce qu'il a écrit. Hein. Et il écrit, c'était un adversaire terrifiant, quoi. Mais je me rappelle très bien un jour aussi d'un avocat qui plaidait et il commençait vraiment à m'emmerder. Alors je le regarde et je lui fais signe du doigt vers ses chaussures, comme si le lacet était défait. Votre avocat qui plaidait pour l'adversaire. Et ce con, il regarde ses pompes. Évidemment, il a perdu le fil. Bon, voilà. Mais je pourrais vous en raconter des... Vous voulez dire, alors c'est intéressant, c'est une espèce de guérilla on doit gestuelle. Gagner. On doit gagner. Non, c'est pas gestuel. C'est rhétorique, c'est gestuel, c'est improvisé. On est là pour gagner. Moi, je ne supporte pas de perdre. Vous avez perdu, vous avez arrêté de perdre. Mais on perd tout le temps. Bien évidemment. Mais il faut qu'on ait vraiment... partir avec... Oui, on a tout donné, quoi. Voilà, on a tout donné. Bon, alors, ça apprend la modestie, parce qu'on reçoit des claques que même un sourd éternel entendrait. Hein. Mais on se bat, quoi. Voilà, on se bat. Et comment... Alors, on se bat, et quand on obtient la victoire, disons l'acquittement d'un client, ou sa réduction de peine, enfin, tout l'éventail, bien sûr, ça fait quoi? Ça fait que on est
soulagé, on est heureux, on dit bon ça va, j'ai encore la niaque, j'ai encore la charge, je sais faire, et comment on se sent? Oh ben on dit au prochain. Au prochain, d'accord. Au prochain match, quoi. Au prochain match, oui. Ouais. Ouais. Et est-ce que vous avez eu, alors justement, et parlons parce que, alors vous êtes avocat, on va en reparler de ça, mais je vois qu'à 16 ans, vous adhérez à la SAFIO, qui devient ensuite le Parti Socialiste, et je vois qu'en 81, à la demande de Roland Dumas, vous entrez au comité de soutien de François Mitterrand pour sa candidature à l'élection présidentielle, tout en vous disant rocardien. Alors, j'ai adhéré à la Ouais. SFIO, mais je ne le savais pas. Non, vous ne le saviez pas. Ah, bonne question. Marseille. C'est mon oncle, Ouais. Robert Arasi, que je salue au paradis électoral où il doit se trouver, qui était conseiller municipal de Gaston Defferre Ouais. et Le grand-maire de Marseille. le grand-maire de Marseille est responsable d'une section socialiste qui, ayant besoin de voix, avait fait inscrire toute la famille, comme en Corse, quoi. Bon. Donc, j'ai été très tôt militant, mais je ne le savais pas. Alors après, en revanche, effectivement, Roland Dumas, que j'ai beaucoup aimé, hein, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, à qui je dois beaucoup. Vous avez beaucoup travaillé avec lui. Oui, bien sûr, beaucoup, oui, beaucoup. Et c'est lui qui m'a fait rencontrer Lacan, par exemple. Bon, hein. Alors, juste une question, est-ce que vous pensez que c'est une invention ou une être vérité quand il paraît qu'on a interrogé François Dumas, mon lapsus est intéressant, François Mitterrand qui disait « J'ai deux avocats, Badinter pour le droit et Dumas pour le tordu ». À votre avis? Non, c'est pas vrai. Franchement, c'est pas vrai. Non, la vérité, c'est que Roland Dumas était un juriste, alors que Badinter était un professeur. D'accord. Et si j'avais eu à écouter un avocat, j'aurais écouté Roland Dumas. D'accord. Et pas Badinter qui m'aurait fait un cours de droit cours pénal, procédural, alors que Dumas m'aurait donné la solution procédurale. D'accord. Oui, Dumas. Et c'était pour vous un grand avocat. Ah oui. Moi, j'ai passé des moments extraordinaires avec lui, hein, notamment pendant le procès Barbie. Il était très drôle, Roland Dumas, très drôle. Très drôle. J'approuve. Je suis d'accord. Il habitait à côté de chez Roland Dumas. Et je me rappelle d'une scène extraordinaire. Roland m'avait dit, du reste, si tu avais habité Paris, tu aurais fini ministre. Hein. Puis, mais non, écoute, je suis très bien à Marseille, et comme ça va très bien. Et on allait au Mont-Valérien. Oui. Excusez-moi de sourire, mais au milieu de la résistance. Je revois la scène, et Roland Dumas rêvait d'être ministre de la Justice. Mais Mitterrand, qui était beaucoup plus intelligent, et c'est pas difficile, que Macron, n'avait pas nommé Roland Dumas ministre de la Justice. Pourtant, il l'a fait. Non, il a nommé ministre des Affaires étrangères. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'était Badinter, et voilà, Badinter, le rival historique de Dumas. Et alors, on montait tous les deux à pied. Et Roland Dumas et vous? Oui, au Mont-Valérien, en causant, quand la voiture ministérielle de Badinter nous double et nous éclabousse. Et une fois Dumas regarder la voiture et me dire il est peut-être ministre de la Justice, mais il n'y a pas de justice. C'est joli. C'est vrai qu'il avait un humour magnifique. Il avait un humour magnifique, oui. Et il est mort à 101 ans. Hein. Ouais. Je l'ai eu au téléphone 3-4 mois avant son Et moi, j'ai départ. déjeuné avec lui pour ses 100 ans. Ah ben voilà. Ouais, et il était en chaise roulante. Mais il avait toute sa tête. Il avait toute sa tête. Il est incroyable, Dumas. Mais alors justement, vos souvenirs d'avocat, vous les racontez dans votre plus récent livre, Gilbert Collard. Et au fond, alors vous avez été, après on a dit, vous avez été, oui. Et une chose dans le livre Indéfendable Mémoire, je raconte comment j'ai plaidé avec lui pour Laïd Moussa et comment Roland Dumas m'a fait connaître Pierre Guyotat. L'écrivain qui est inconnu aujourd'hui, totalement. Personne ne connaît Pierre Guyotat. Qui est le dernier livre, Prostitution, est un véritable délire. Hein. C'est tombeau pour 500 000 soldats. 500 000 soldats. Ouais. Mais alors justement, je voudrais c'est intéressant, c'est que quand donc, vous avez commencé l'avocat, l'avocat avec le succès que l'on sait, que vous l'avez continué, et vous continuez encore, et la politique au fond. C'est fini la politique, parce qu'on va rappeler, je rappelle que vous avez soutenu le fondateur du lambertisme.
Monsieur Pierre Boussel, alias Lambert, candidat Non, au non, mouvement. non, 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 je l'ai pas soutenu, Non. c'est faux, ça c'est Ah, c'est faux, ça? Ça c'est Ah faux, ouais. ça, non, c'est une connerie. C'est de le chat Wikipédia. GPT, ça. Oui, non, c'est faux, une connerie. En réalité, j'avais lu la biographie de Trotsky Ouais, par Lambert. d'accord. Et j'ai toujours eu la passion de rencontrer les biographes. Oui, bah, c'est intéressant, la biographie. bien sûr. Et j'avais un ami qui était trotskiste, et je lui avais demandé de me permettre de rencontrer Lambert. J'ai rencontré Lambert un jour où il y avait du reste l'élu, je ne sais plus comment il s'appelle, merde, de la France Insoumise, là, peu importe, le mari de Garrido. Ah, Corbière. le Corbière. Corbière, voilà. oui, Corbière. ouais. Et cet enfoiré, il a pris une photo. Ah, c'est pour ça qu'on vous Voilà, a lié à un moment voilà, donné. mais je n'ai jamais adhéré, ni payé de ni rien. Bon, Non, mais alors, non, mais au-delà de l'anecdote, la politique, pour vous, est-ce que ça a été quelque chose, vraiment, là, aujourd'hui, avec le recul, d'important, parce que vous avez été à un moment donné près de Zemmour, Marine Le Pen, bien sûr, très, très fortement, vous avez été député européen, etc., etc. Et aujourd'hui, avec le recul, comment vous considérez la politique? On a parlé de la justice. J'ai été député au Parlement français Ah oui, vous êtes exact. pendant 2 mandatures. Ouais. Député Rassemblement. Député Rassemblement National. On oublie un peu quand même que les 2 premiers députés de l'ère mariniste, ce furent Marion Maréchal Le Pen et moi-même. Ouais. Alors aujourd'hui, là, ils sont tous conquérants avec leurs centaines de députés, comme si c'était, comme si ça avait été facile. Bon, mais quand même, il y a un vieux con et une jeune conne qui en ont pris plein la gueule pour qu'ils arrivent là, quoi. Bon, hein, et on nous a un peu oubliés. Bon, mais c'est la vie, c'est comme ça, on n'y peut rien. Bon. Et voilà, on est là pour le rappeler. Bon, moi, je suis entré en politique au Rassemblement National parce que j'avais le sentiment qu'il fallait que ça bouge. Voilà, il fallait bousculer. Oui, mais pardon. Comment on passe du socialisme, excusez-moi, je vous rappelle, comité de soutien de François Mitterrand, au Rassemblement National. Vous me direz, je suis passé de la francisque au Rassemblement National. Ça, c'est vrai que Mitterrand a donné l'exemple. Je suis d'accord. Non, mais pour rester sérieux, encore que la boutade a du sens, j'ai jamais renié mes idées, moi, parce que je vais vous donner un exemple. Quand il y a eu le vote sur le délit de solidarité, je rappelle. Oui, rappelez-le. C'était le fait d'aider une personne en situation étrangère, à titre personnel, je dis bien, était puni. Une personne étrangère. Voilà, l'aider, l'héberger, la nourrir, la chauffer, l'habiller, était un délit. J'ai dit non. Non, j'abroge ce délit. Le geste individuel d'assistance ne peut pas être un délit. Voilà, je veux pouvoir cacher quelqu'un qui est poursuivi, moi. Oui, si vous avez quelqu'un que vous avez envie de protéger, vous le protégez, d'accord. Donc, si vous voulez, je n'ai jamais fait de vote qui aurait pu être en contradiction avec mes idées. Hein. Mais en revanche, j'ai considéré que les socialistes n'étaient plus socialistes, qu'ils étaient des racoleurs de banlieue, hein. Bon, des agents du tintamarre. Vous voulez dire par des pur banlieues, électoralisme, par pur électoralisme. Ils ont fait. Et j'ai vu venir la France insoumise. Je l'ai vu venir, ça, moi. Je l'ai vu venir dans le racolage électoral, hein. Je l'ai vu venir dans ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, la prostitution électorale des socialistes un peu partout, quoi. Bon, dans le copinage, on place un tel pour avoir un tel, on donne de l'argent à des clubs de boxe pour avoir des couleurs d'affiches, voilà. Bon, hein. Ou des clubs de foot. Ou des clubs de foot, voilà. Bon, j'ai vu le communautarisme démarrer à Marseille, moi, je l'ai vu. Vers quelle année? C'était quelles années? Très tôt. Les années 80, il y a 40 ans. Ça a commencé déjà en 79. Hein. 79, alors 80, 81, 82, après, ça a pris une ampleur terrible et ça s'est aggravé au fil du temps, on l'a bien vu. Hein. Et SOS Racisme, vous avez vécu cette époque-là, ah oui. Mitterrand arrivant. Est-ce que vous êtes dit quand même, on va participer à l'aventure, etc. Roland Dumas, votre ami, était ministre des Affaires étrangères, vous aviez d'autres amis, vous auriez pu dire, tiens, au fond, il y a peut-être quelque chose à faire. Non pas par opportunisme, mais par... Non, mais la politique ne m'intéressait pas du tout. Moi, je voulais faire mon métier. Je considérais que faire mon métier, c'était faire de la politique. J'ai mené des combats... j'ai failli être assassiné, moi, parce que j'avais défendu un arabe. Non, mais le type m'a pas trouvé. Il
il a tué, c'est Laïd Moussa, il a tué mon client dans une soirée. L'individu cagoulé, il avait un fusil à 2 coups, il m'a cherché. Oui, il n'était pas là. Ouais. Je n'avais pas pu venir. Si j'avais été là, j'aurais pris une balle dans la tête. Bon, donc, je veux dire que moi, les combats, je les ai faits, mais pas sur des plateaux de télévision, pas en recevant des subventions ou des décorations. Je les ai faits en risquant authentiquement, objectivement ma peau. Alors, il y a les gens de gauche me disent « Oui, mais vous présentez cette histoire pour vous dédouaner. » Je dis « Non, l'histoire, c'est l'histoire. Je veux dire, vous n'étiez pas là à ce moment-là. Hein. » Non, mais qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas... Alors, oui, d'accord, mais vous dites c'est la politique. Moi, je fais de la politique en faisant mon métier d'avocat. Mais vous avez été député, vous avez été député européen. Donc, vous avez fait de la politique. Ah oui. Au sens, aller à l'Assemblée, etc. Oui. Non, mais qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie mais j'y ai cru. J'y ai cru. Bien sûr, j'y ai cru. Cocu. J'y ai cru. Ça rime en plus. J'y ai cru. Oui. J'y ai cru et j'ai été cocu. J'y ai cru et j'ai été cocu. Du reste, quand un ami un jour m'a dit mais comment tu pourrais résumer ton passage dans les parlements français et européens? Je dis écoute, tu rentres républicain, tu en sors monarchiste. D'accord, oui, c'est une bonne litote, enfin c'est un beau résumé. Oui. Mais alors, pourquoi? Non, mais c'est intéressant. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a déçu? Mais on sert à Qu'est-ce qui a fait que... Mais on sert à rien. C'est qu'une affaire d'appareil, qu'une affaire d'entente. Braun-Pivet qui se fait réélire à la présidence de l'Assemblée nationale en jouant des connivences, des ententes. Ce n'est que des combines, ce n'est que des copinages. Mais d'ailleurs, le deuxième tour des législatives par rapport au premier, le récent, là. Extraordinaire, pas mal, bon. Non, c'est terrible. Il faudrait une réforme politique de fond en comble. Quand on voit que Ferrand va peut-être être maréchal à la tête du Conseil constitutionnel, bon, c'est avoir un bon copain. Avoir un bon copain, ben oui, oui. L'hymne national, ça va devenir les copains d'abord. Hein. C'est vrai. Non, mais justement, par exemple, vous avez continué, puisque à un moment donné, on s'est vu, il n'y a rien à cacher, on s'est vu à Arras dans la journée. Moi, je vais de temps en temps des journées politiques, je n'ai jamais fait de politique active, mais chez Florian Philippot, patriote. Mais je me déplace, et vous y allez, voilà. Oui. Mais parce que ça vous intéresse en disant, voilà, il y a toujours quelque chose à faire, ou la politique, pour vous, bon, voilà, comme vous dites, cocu, battu et mécontent. Non, alors, le professionnalisme politique me dégoûte. L'artisanat politique, je respecte. Voilà. D'accord. Je respecte. Alors, Philippot, c'est un artisan. Dupont-Aignan, c'est un artisan. Bon, Zemmour, malheureusement... Zemmour a l'air d'être une de vos déceptions. Oui, non, vraiment. Non. Comme le disait un copain, la seule fois de ma vie où j'ai été pleinement honnête en politique, c'est quand j'ai rejoint Zemmour et j'ai été cocu. Mais il le sera lui aussi. Ah oui, vous pensez, oui. Mais il le sera lui aussi s'il l'est déjà. Là, c'était une déception. Bon. Mais bon, quasi amoureuse. Enfin, je vais dire sur le plan. Une déception, non, parce qu'on pensait je pensais qu'il serait capable de diriger le mouvement et que ça ne serait pas Sarah qui prendrait. Qui prendrait le pouvoir. Voilà, bon, cela étant dit, elle peut peut-être le prendre et être remarquable, on ne sait pas. Hein. J'en sais rien. Mais moi, si vous voulez, pour être honnête, j'ai rejoint Zemmour. J'ai pas rejoint. J'ai compris. Sarah. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas des qualités. Bien sûr. Mais aujourd'hui, alors quand vous regardez, par exemple, alors on parle de ça, cette espèce que vous dites, moi je faisais de la politique en étant avocat, et c'est vrai puisque les causes étant celles qu'elles sont, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, justement, c'est une chose que j'avais vue dans les notes que nous avons préparées. Alors il y a quelqu'un pour qui vous avez eu, je dois dire, j'allais dire une détestation particulière ou pas, c'est Bernard Tapie. Oui, qu'est-ce qu'on s'est mis sur la gueule tous les deux. Vous êtes vraiment engueulé. Maintenant, le paix à son âme. Oui, bien sûr, oui. Mais vous vous êtes bien engueulé, là. Ah, ça a été terrible. Terrible. Mais je lui en ai beaucoup voulu à cause de ce qu'il a fait à Jean-Édouard Dallier. Jean-Édouard Dallier était un de mes copains. C'est vrai, mais enfin, Jean-Édouard Dallier aussi est spécial, hein. On l'aimait beaucoup.
Je ne vais pas vous rappeler l'enlèvement et compagnie. Non, hein, je bon. connais par cœur. Du reste, à mon avis, ils ont dû se retrouver au purgatoire. Hein. Et ils se sont bien engueulés. Ouais. Non, mais au-delà de ça, alors, quand vous êtes arrivé, justement, en 2011, je passe un peu encore en politique, Gilbert Collard, vous étiez au comité de soutien de Marine Le Pen dès Mais cela étant 2011. dit, Tapie était un mec extraordinaire. Hein. Bah oui. Non, Moi, je me mais rappelle suis au d'accord. procès. Non, mais au procès VAOM, j'ai vécu une scène unique. Unique. Hein. Il y avait une Racontez, suspension, ouais. il y avait une suspension d'audience. Moi, j'aimais bien pendant les suspensions d'audience m'asseoir au banc des accusés. Ah oui, carrément. Carrément. Je m'installais là et Tapie était assis au banc des accusés. Et j'étais pas très loin de lui, j'étais à 2-3 mètres. Ouais. Et puis il se rapproche. Et comme dans les films, il se rapproche, et à un moment donné, il est à côté de moi quasiment. Et moi, je défendais Bernès. Ah oui, oui, bien sûr. Jean-Pierre Bernès, lequel l'avait dénoncé. Grande histoire, je rappelle, hein, pour le Valenciennes OM, on avait calculé d'avoir truqué le match, voilà, etc. Voilà. Et alors, il me dit, mais qu'est-ce que tu fous avec cette espèce d'abruti? Il faut lui mettre un tranxène dans la bouche tous les quarts d'heure. Tu lui changes les couches culottes ou quoi? Il dit, mettons-nous d'accord. Je suis maire de Marseille et on s'en met plein les fouilles. Comme ça, il t'a... J'ai dit, écoute, me casse pas les couilles. Et je suis parti. Bon, voilà. Mais ça, c'est un tapis qui fait la nique à Audiard, quoi. Oui, tout à fait. Non, mais c'était il y avait un il y personnage avait- extraordinaire. Comment passe-t-on, Gilbert Collard, comment passe-t-on d'entrer au comité de soutien de François Mitterrand, certes à la demande de Roland Dumas en 1981, et 30 après, attention, pas d'entrée, de présider le comité de soutien à Marine Le Pen en 2011. Alors, j'ai rejoint le comité de soutien de François Mitterrand parce que Roland Dumas me l'avait demandé. D'accord. Bon, vous me direz, c'est pas une excuse, parce que s'il m'avait demandé de rejoindre le comité de soutien de Pinochet, je ne l'aurais pas rejoint. Bon, j'espère. Non, J'espère. je l'aurais pas rejoint. Mais j'ai présidé le comité de soutien de Marine Le Pen parce que 30 années s'étaient écoulées Mhm. et le moment climatérique, pour employer le langage des historiens, hein, exigeait non plus un François Mitterrand, mais une Marine Le Pen. Comme aujourd'hui, si on met de côté ces excès verbaux, desquels je n'ai jamais pu obtenir de lui qu'il se repentit, Jean-Marie Le Pen serait l'homme de la situation. Aujourd'hui. Dans les Aujourd'hui, en circonstances 2025. Aujourd'hui. oui. Mhm. Non. Dans les circonstances d'aujourd'hui, Mhm. je considère que la France aurait besoin d'un Jean-Marie Le Pen ou d'un Clémenceau, Alors, parlons. alors qu'à la Clémentine. Étant donné que Jean-Marie Le Pen est parti sans laisser d'adresse, aujourd'hui, vous voyez qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une ou un groupe, etc., qui vous paraît aujourd'hui pouvoir incarner ce pourquoi vous croyez, vous espérez? C'est une question qui m'emmerde beaucoup. Vraiment, honnêtement. Bon, si on était dans une émission où on fait semblant, je trouverais toujours Oui, le moyen mais de non, non. tricoter. Là, on une n'est pas dans phrase, une hein. émission, Non, mais mais, autre chose. on Oui. tricoterait une phrase Mm. celle qu'on déteste, quoi. Hein. Bon. On est bien Mais, d'accord. mais franchement, je ne vois à l'heure actuelle personne. Marine Le Pen pourrait, si elle n'avait pas tellement envie Mm. d'être fréquentable, si j'étais encore en bon terme avec elle, je lui dirais, Marine, n'essaye pas d'avoir le prix Nobel médiatique de la paix politique. N'essaie pas de montrer que tu as les ongles bien peignés Voilà, n'essaye pas. et que tu sais manger avec fourchette et cuillère. Tu seras jamais dans le salon, jamais. Oblige-les à être les domestiques. Hein. Ne pas, voilà, si elle était capable, Mm. et elle pourrait le faire, de ne pas succomber à l'envie d'être adoubée par ces gens-là qui sont méprisables, à mes yeux. J'engage personne. Hein. Bon, elle pourrait l'être. Mais je la vois tellement, surtout, d'autant plus qu'elle est entourée de tout un personnel qui rêve de monter dans tous les traîneaux du pouvoir hein, et qui l'incite donc à composer, alors que l'avenir appartient à celle ou à celui qui ne composera pas. Mais on le voit de l'autre côté de l'Atlantique. On le voit de l'autre D'ailleurs, côté de l'Atlantique, j'y pensais. hein. L'avenir appartient à un intraitable humain.
Et là, vous ne voyez pas, en tout cas en France. Je vous dis honnêtement, ouais. Retailleau, j'aime bien ce mot qui se termine par Taillot, Taillot, Oui, Taillot, Taillot. hein, c'est tout un programme. Hein. Retailleau. Mais vous savez comment finit la chanson? Non. Taillot, Taillot, Taillot. Merde, répondit l'écho. Ah, voilà. Oui. Ça le problème. Oui, je préfère oublier la fin. Bon, encore que merde, ça peut être Encore aussi. que ça peut être. Vive Cambronne. Vive Cambronne. Bon. Mais Retailleau, s'il ne succombe pas lui aussi à cette espèce de sacrifice mondain, et il y succombera au sacrifice mondain, il pourrait être l'homme de la situation, mais lequel ou laquelle aura le courage de ne pas succomber au sacrifice mondain médiatique? Est-ce que ça ne veut pas dire, je vous pose la question autrement, Gilbert Collard, lequel ou laquelle sortira de sa zone de confort? Oui, c'est ça. C'est ça, peut-être ça. Mais oui. Mais moi, problème, alors, ouais. chacun a sa modeste expérience. Je l'ai vécu dans les médias, moi. Quand il fallait être intraitable. Quand il fallait dire. On ne vous a jamais diabolisé, on ne vous a jamais invisibilisé, Gilbert Collard. Ah bah attendez, on m'a pas invisibilisé, mais quand même, quand vous aviez un type, un comédien, je ne sais plus lequel, qui disait que j'étais le bras droit de Hitler, quand même. Bon, on vous a dit ça, ouais. Darmon, Gérard Darmon, voilà, tout son nom, qui n'a même pas été condamné pour diffamation, quoi. Je veux dire, même pas. Bon, le bras droit d'Hitler, non, mais moi, j'ai vécu des. Il faut y aller, quoi. Il faut aller au combat quand même. Bon, c'est dès que sont des. Non, bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait, alors justement, donc aujourd'hui vous êtes, je ne dis pas pessimiste, mais vous dites, on ne voit pas, enfin, on ne voit pas en tout cas l'incarnation, maintenant on verra ce qui va se passer, ouais. La nature ayant horreur du vide, mais au fond, ce qui fait que c'est intéressant, parce que vous avez eu effectivement... vous avez continué avec Zemmour, puis vous avez quitté Reconquête, je crois, en septembre 2022. C'est ça. Depuis, vous avez repris une activité politique? Non, non, je suis socratique, je fais de la... Voilà. C'est bien. Et justement, puisqu'on continue le dialogue de Socrate et de Platon, en fait, comment vous voyez le paysage aujourd'hui? Je suis très inquiet. Je suis très inquiet. De formation, on le sait peu. Hein. Je suis historien spécialisé dans le bas empire romain. J'avais du reste préparé une thèse sur la décadence de la parole dans le bas empire romain. Bon, donc j'ai vraiment une perception historique très sensible des événements annonciateurs. Hein, parce que quand même, étudier pendant des années la décadence de la parole pour voir en quoi elle correspond à la chute d'un empire, oui. Ça vous oblige à travailler sur quand même des perceptions très fines. Hein. Tout est réuni aujourd'hui, tout, pour qu'on aille vers un cataclysme. Il est quasiment cliniquement à mes yeux, mais je peux me tromper, je me suis trompé souvent, je dis ça avec la modestie. Vous dites que c'est plus ou moins inéluctable. C'est inéluctable. Ouais. Si on n'a pas un chaos qui nous oblige, Mais il y a des chaos créatifs, hein, vous savez très bien. Oui, la création naît du chaos. Voilà, exactement. Je vois pas comment on peut s'en sortir, quoi. Bon, quand vous voyez qu'on est arrivé maintenant à une saturation de la peur, hein, parce que la peur, elle a toujours existé. Mais là, maintenant, les hommes et les femmes de France vivent dans une saturation de la peur. Une espèce d'angoisse quotidienne. Voilà, une angoisse quotidienne, quoi. Bon, hein, si on est bousculé dans la rue, on a peur. Si on prend sa voiture et qu'un abruti fait une queue de poisson, on réagit pas. Si on regarde au travers, on ne réagit pas. Bon, on est dans la peur, quoi. Bon. Et je pense que les hommes et les femmes politiques vont le payer à un moment donné. L'histoire, vous savez, quand on voit, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous êtes beaucoup plus historien que moi. Hein. Ben non. Non, mais vous avez quand même. Vous savez très bien, vous aussi, que l'histoire, elle présente l'addition. C'est clair. À un moment donné, non mais c'est moi j'ai cette phrase, le réel frappe à la porte, voilà. Et si on ferme les portes et les fenêtres, il enfonce la porte. Voilà. Et puis, mais alors justement, de ce point de vue-là, est-ce que vous pensez que si on élargit un peu la focale, Gilbert Collard, mais ce matin, vous voyez comme nous ce qui se passe à travers le monde, il y a quand même, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe, pas seulement aux États-Unis avec Trump et Musk, mais avec la Hongrie de Orban, avec Poutine d'un côté, avec Javier Milei en Argentine, qui vous avez vu taille le afuera à la serpe,
et puis d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose de regarder aussi comment le wokisme, qui était considéré comme ayant gagné la bataille, se fait tailler des croupières un peu partout. Donc est-ce que quand même il n'y a pas, c'est tout le monde de l'histoire aussi, soit des retours de balancier, soit des avancées de balancier qui changent tout. Voilà. On y est. Il y a des signes, il y a des signes annonciateurs. Je veux dire que l'élection de Trump est un signe avant-coureur. Orban, c'est un signe avant-coureur. Mais on a cette machine monumentale, cette géniale trouvaille technocratique, bureau technocratique qu'est l'Union européenne. Jamais, mais jamais Marx n'aurait pu imaginer que l'argent prendrait à ce point de pouvoir. Les banques dirigent tout et elles nous prêtent de l'argent et on emprunte. Elles nous prêtent de l'argent pour que nous n'ayons plus rien. Voilà, et pour que nous empruntions encore plus. Alors, la question que je me pose, elle est très technique, hein, c'est cette poussée qu'on voit arriver Orban, quand même, l'Union européenne, a essayé de foutre en l'air. Hein. C'est clair. Bon, Mélanie... Regardez, même la Tchéquie, Mélanie, elle est vachement habile. Hein. Elle est très habile. Est-ce qu'elle va y arriver? On n'en sait rien. Mais quand est-ce qu'on arrivera à foutre en l'air, non pas l'Europe. L'Europe, elle est, depuis Charlemagne, elle existe. Mais l'Union européenne. L'Union européenne. Bon. Et de manière qu'on est... Vous êtes pour le Frexit, vous? Oui, absolument. Vous êtes pour le Frexit, oui, absolument. Oui. Mais à condition de reconstruire une Europe. Hein. Oui, non, bien sûr. Attention, je suis pas anti-européen, moi. Hein. Bon, bien sûr. Bien au contraire. Mais j'ai été député européen, je sais ce que c'est, quoi. Alors c'est quoi? Quand vous avez vécu? Parlez-nous un peu Strasbourg, Bruxelles. L'aéroport Charles de Gaulle. Hein. C'est pour rentrer là-dedans, c'est l'aéroport Charles de Gaulle, quoi. Bon, c'est une cathédrale administrative. Ouais, c'est ça. Une bureaucratie totale, phénoménale, ouais. Avec des textes, des obligations, des contrôles, des tampons, des estampillages, des formulaires. Tout un code que seuls les attachés parlementaires européens, je dis bien. Les lobbyistes. Mais les lobbyistes, ils viennent prendre le café avec vous. Un jour, j'étais en train de prendre un café dans un des nombreux établissements qui servent des cafés, des croissants, des brioches au Parlement européen. Et il y a un type qui s'assied à côté de moi, qui me donne sa carte de visite. C'est un lobbyiste. Si vous avez besoin de moi, contactez-moi. Je vous signale que quand il y a des demandes d'aide, on prépare les dossiers. La France est très mauvaise, du reste, me dit-il. Elle ne sait pas remplir les dossiers, donc il y a beaucoup d'argent que les régions perdent. Oui, le fond, c'est un métier. Il remplit. Quand par exemple, il y a une aide, je ne sais pas, moi, pour prendre un exemple qui est absurde, hein, mais pour la betterave, vous avez des hommes qui font métier de vous préparer les dossiers. Je suis spécialiste de la betterave, et si vous avez besoin d'aller plus loin, de conquérir des marchés, nous sommes là. Voilà, c'est un truc incroyable. Donc c'est une espèce de machin, un blob monstrueux qu'il faut quoi? Qu'il faut détruire, qu'il faut quoi? Il faut faire quoi? Mais quand on a... Bon, les pères fondateurs de l'Europe étaient douteux. Schuman, quand même, bon. Monnet, quand même. D'abord, ça s'appelait Monnet, créer l'Europe contre nous. Bon, c'est quand même. Je veux pas faire du lacanisme, mais. Vous faites du calembour. Non, c'est du Lacan. Hein. C'est du Lacan. C'est du Lacan. Non, les noms du père, hein. C'est les noms du père. Voilà. Hein. Non, mais c'est devenu un marché. Attendez, c'est une. Non, mais il faut le détruire pour vous. Ah oui, complètement. Tel qu'il existe. C'est là où je donne raison à Philippot, vous voyez. Et où je trouve que son combat est courageux. Parce que il ne lâche pas, et il mène le combat, et c'est courageux. Oui, mais alors le problème, et vous le savez mieux que moi, qu'est-ce qui fait que les souverainistes, patriotes, et toutes tendances confondues, font 2,5% aux élections? Allez, 3%. Mais comment vous voulez lutter contre la machine financière qui tient les télés, qui tient les journaux, qui tient les alchimies de l'opinion? Comment vous voulez lutter? C'est très difficile. Oui, mais enfin, voilà, certains l'ont fait, le font, et apparemment... Oui, mais vous vous rendez compte, Trump, il est multimilliardaire. C'est ça. Il faut peut-être, justement... Il faut peut-être des gens qui ont des assises fortes pour pouvoir résister à l'appareil. Ouais. Et quand vous regardez, alors, justement, on pourrait en parler pendant des heures, Gilbert Collard, parce que ce qui est bien, c'est que vous avez et la culture et cette expérience à vous,
Est-ce que vous vous considérez, parce qu'on dit des fois, oui, Gilbert Collard, ouais, on l'aime beaucoup, mais c'est un voyou. Vous prenez ça comment? Ah, très bien, merci. Très bien. Oui, oui, oui. Ça vous Même fait une pute, plaisir. même une pute, s'ils veulent. Même une pute. Oui, 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 oui. J'ai beaucoup de considération pour les putes. Je connaissais un curé admirable, l'abbé Pirot, qui avait été secrétaire de... Donc pas l'abbé Pierre, mais l'abbé Pirot. L'abbé Pirot. C'est intéressant. Il n'y a que lui, il n'y a que Gilbert Collard peut connaître l'abbé Pirot. Pirot, attention. Pirot, pardon. Bon, il avait été secrétaire depuis 12. D'accord. Depuis 12, bon. Et puis il s'était retrouvé à Marseille, et c'est un ami de la famille, hein. C'était l'époque où Brigitte Bardot était satanisée. Vous n'avez pas connu cette époque, vous étiez trop jeune, vous. Non, On non, a plus du reste, mais on me l'a raconté, bon. Et Ah oui, mais le Vatican voulait l'excommunier, il faut le rappeler. Ça, ouais. Et ce curé extraordinaire, moi j'étais à la messe ce jour-là, il avait dit « Mesdames, veuillez dégager le premier banc, elles sont pour les putes. » Carrément. Carrément, oui. Donc, grandiose, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est de la tenue, ça. Tenue, et donc, vous avez une considération. Si on vous dit Gilbert Collard, c'est un voyou ou une pute, vous en tirez pas fierté, mais c'est bien, vous l'assumez. Ah oui, très bien, très bien. Il y a des voyous qui sont... Je préfère certains voyous à certains présidents du Conseil constitutionnel. Et je préfère, personnellement... Il n'a pas entendu, mais je répète. C'est vrai. Je préfère certains voyous à certains présidents du Conseil constitutionnel. Et moi, je préfère certaines putes à certaines députées, voilà. Donc, on est bien d'accord là-dessus. Mais dites-moi, Gilbert Collard, aujourd'hui, donc, avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez? Quand je dis pas, vous savez, la question bateau, oui, on regrette d'avoir fait ça ou ça, mais si vous regardez votre chemin, et encore une fois, je vous le souhaite encore pour des années, voire des décennies, mais il y a des choses que vous disiez, tiens, j'aurais pu faire peut-être là autrement ou pas, ou dites, ouais, mais j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis voilà. Oh, moi, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir été suffisamment ami avec mes amis, qui ne sont plus là. Je comprends. J'ai beaucoup de regrets. D'avoir pas eu du temps à l'amitié, du temps à accorder à l'amitié. Notamment un ami très cher qui vous admirait, qui me parlait souvent de vous, qui a fait que je vous ai connu, du reste c'est lui, hein. Et il a été malade, etc. Bon, et moi, pris par mon boulot, par tout ça, je suis pas allé le voir. Et son fils m'a dit, tu sais, il a beaucoup souffert que tu n'ailles pas le voir. Voilà, ça je me le pardonne pas, voilà. Je comprends. Je me le pardonne pas. Quand on a des amis, il faut vraiment, prendre le consacrer temps. Du temps. Oui, voilà. Non, mais c'est très vrai. C'est ça que, en fait, si vous avez quelque chose à regretter, c'est un peu ça. Ah oui, non, mais c'est un lourd regret, hein. Non, mais je comprends. C'est un lourd regret. Je dis, mais quand même, je pense à des amis qui ne sont plus là. Je dis, mais tu aurais pu quand même aller le voir. Tu aurais pu aller à l'hôpital, lui faire la lecture. Tu aurais quand même... Bon, et puis non, il y a eu ton métier, tout ça, tu as eu tort, quoi. Je veux dire, voilà. Ça, je me le reproche vraiment. Non, mais c'est, en tout cas, Gilbert Collard, vous n'avez jamais mis votre langue dans votre poche, ni vos convictions, ni votre non-éloquence. J'ai peur des pickpockets. Hein? J'ai peur des pickpockets. Et je me rappelle d'ailleurs d'une espèce d'échange de Orion d'insultes avec Daniel Cohn-Bendit dans je ne sais quelle émission de télévision. Voilà. Vous savez, il a trahi. Enfin, quand même, ce type qui a dit élection trahison, il a vécu des prébendes de l'élection toute sa vie, quoi. Alors là, vraiment, c'est un champion, quoi, de l'escroquerie électorale, hein. Élection trahison, il se fait élire député européen pendant combien? Je sais pas, pendant un siècle, non? Debout devant De Gaulle, couché devant Macron? Ouais, c'est ça, oui. Ah, écoutez, chacun choisit son sort. Non, mais lui, et son il a destin. profité aussi de ce que j'appelle l'architecture de l'histoire. Elle avait besoin de Pantin, et il était là, quoi. Ah, non. Vous êtes dur avec lui, mais après tout... Et au fond, aujourd'hui... alors, écoutez, je vais vous poser la question. Ça, c'est vrai que j'adore. Je ne l'ai pas posée dans les entretiens. C'est la question que Bernard Pivot posait à la fin à un certain nombre d'écrivains. Il dit, on suppose que le ciel existe, que Dieu existe, Oui, on l'espère. Il existe. Vous êtes croyant? Très croyant. Vous êtes très croyant. Alors que quand vous arriverez aux portes du paradis, que Dieu soit là, que souhaitez-vous qu'il vous dise en vous accueillant? Je te pardonne.
Parce que tu ne sais pas ce que tu as fait. Ou parce que tu savais ce que tu Ou faisais. parce que tu savais. Merci Gilbert Collard.